OK, voilà. Bon, nous allons commencer en fait aujourd'hui la deuxième partie du cours qui est consacrée aux transactions ou aux opérations macroéconomiques internationales ou financières, on peut aussi appeler comme ça. Donc, dans cette partie, le premier chapitre est consacré au taux d'échange et à sa détermination. Je sais que bon, nous connaissons, le taux d'échange, c'est quand même une variable qui est euh, connue par plusieurs économistes, même ceux qui viennent d'entrer à l'université, ils entendent parler de ça. C'est tout le monde qui entend parler de ça, mais en fait, il faut retenir que les taux d'échange interviennent beaucoup dans les transactions internationales et comme on le sait, c'est donc les prix d'une monnaie exprimée en une autre monnaie, donc en une autre devise. Vous prenez une monnaie et vous l'exprimez en une autre devise. Donc, c'est pour vous dire également que la monnaie a un prix et ce prix-là, c'est le taux d'échange. Donc, certains économistes peuvent considérer en fait la monnaie comme un bien parce que ça a un prix comme tous les autres prix et ça doit être géré. Son prix peut être géré également. Alors, par exemple, au 15 août 2018, par exemple, le taux était à 1630 francs congolais pour $1. Pour acquérir $1, il fallait dépenser 1630 francs congolais, donc le prix de la devise. Alors, lorsque vous exprimez la monnaie, comme nous disons, $1, ou bien nous disons 1630 francs congolais pour $1, cette façon d'exprimer la valeur d'une unité d'une devise étrangère comme le dollar, en nombre d'unités de la monnaie nationale est appelée la cotation à l'incertain. Donc, dans la plupart des cas, lorsque nous parlons du taux d'échange, nous nous référons à la cotation à l'incertain. Nous disons une unité monétaire, une unité d'une devise est égale à autant de francs congolais. Un euro est égal à autant de francs congolais. Alors, cette façon de faire est appelée la cotation à l'incertain. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on exprime en fait les prix en monnaie domestique d'une unité monétaire étrangère. C'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous pouvons dire $1 est égal à 2000 francs congolais et ainsi de suite. Alors, mais lorsque nous faisons l'inverse, c'est-à-dire nous exprimons les taux d'échange comme les prix en monnaie étrangère d'une unité monétaire domestique, alors dans ces cas-là, on parle d'une cotation au certain. Et la cotation au certain, c'est tout simplement l'inverse de la cotation à l'incertain. C'est pour dire, par exemple, qu'aujourd'hui, si nous voulons connaître la cotation au certain plutôt, nous allons prendre l'inverse de la cotation à l'incertain. Donc, c'est juste un concept qui est l'inverse de l'autre. Par exemple, comme à l'incertain, $1 est égal à 2000 francs congolais approximativement. Alors, nous pouvons également calculer la cotation au certain en prenant l'inverse de 2000. Donc, ça fait pratiquement 0,0005 dollars pour avoir un franc congolais, donc pratiquement rien. Donc, ça, c'est la façon de coter ou de déterminer les prix des monnaies. Alors, mais lorsque on est sur les marchés, parce que c'est un bien, donc ça a un marché, on va bientôt en parler. Donc, il y a ce qu'on appelle les cours acheteurs et les cours vendeurs. Donc, les cours acheteurs, autrement appelés en anglais ask, parce que c'est demandé. Donc, c'est les prix auxquels on peut acheter une unité de devises au comptant sur les marchés. Donc, c'est ce que nous faisons. Parfois, nous allons chez les cambistes. Les marchés chez nous n'est pas assez organisé, par exemple, au niveau des circuits bancaires, mais ce sont des cambistes à la rue, ou vous pouvez aussi aller à la banque. Alors, vous allez, pour acheter, les prix d'achat là est appelé, excusez-moi, les cours acheteurs. Et les cours vendeurs ou bid. Bid, c'est les cours acheteurs. Ça, c'est les prix auxquels on peut vendre une devise sur les marchés. Donc, quand nous allons chez donc, chez les cambistes ou à la banque,
Donc, nous faisons face à ces deux possibilités. On peut aller pour acheter les dollars, tout comme on peut aller pour vendre. Alors, il faut remarquer que les prix, les cours acheteurs, c'est-à-dire les cours auxquels on peut acheter, est toujours supérieur au bid. Donc, l'ask est toujours supérieur au bid. C'est ce que vous faites quand vous allez à la banque, par exemple, et vous vous présentez avec votre billet de 100 dollars, vous allez vendre votre billet de 100 dollars. Non, les coûts, la somme qu'on va vous remettre, c'est par exemple 200 000 francs congolais. Mais si vous demandez à la banque de vous donner, vous voulez acheter 100 dollars, ça sera au-delà de 200 000 dollars. Donc, l'ask est toujours supérieur au bid. Maintenant, la différence entre l'ask et les bids, c'est ce qu'on appelle en anglais le spread, donc la fourchette des prix. La différence entre les prix d'achat et les prix de vente, c'est ce qu'on appelle le spread. En anglais, si vous lisez un article en anglais où on parle du spread, ça veut dire tout simplement la différence entre les prix d'achat et les prix de vente du dollar. Donc, cette fourchette-là est la différence. Et à quoi sert en fait les bids? Parce que peut-être parmi vous, il y a aussi des gens qui font les cambismes peut-être, mais les spreads, donc, la différence entre les prix d'achat et les prix de vente sert bien sûr à rémunérer l'intermédiaire financier pour les services qu'il est en train d'offrir. Alors, on peut donc avoir les spreads, donc la différence entre les deux, est d'autant plus large lorsque les devises ou les actifs en général sont peu demandés sur les marchés. Donc, quand une monnaie est moins demandée sur les marchés, alors cela entraîne également une augmentation du spread. Ça, c'est juste un petit rappel sur les opérations, sur les coûts, ainsi de suite. Mais les taux d'échange, c'est une variable macroéconomique, bien sûr, que nous connaissons, mais c'est une variable qui est soumise à beaucoup de fluctuations parce qu'elle est liée à l'environnement macroéconomique des différents pays. Et la différence entre l'environnement macroéconomique des différents pays est aussi un déterminant du taux d'échange. Alors, c'est une variable macroéconomique fondamentale parce que elle a une influence sur la plupart des variables macroéconomiques. Quand vous prenez les taux d'inflation, vous pouvez trouver une relation empirique entre les taux d'inflation et les taux d'échange, même une relation théorique. Vous pouvez également trouver une relation théorique entre les taux d'échange et les importations, les exportations. Donc, plusieurs variables macroéconomiques sont liées au taux d'échange. Alors, c'est l'exemple qu'on a là. Donc, on peut convertir les salaires ou les prix en devises étrangères. Tout cela, ça montre que les taux d'échange jouent un impact sur les autres variables macroéconomiques. Alors, mais les taux d'échange dans l'ensemble sont fortement influencés par des anticipations des agents économiques en ce qui concerne la valeur future de ces taux d'échange, parce que ça transmet aussi l'idée de la stabilité macroéconomique. Alors, les différentes fluctuations des taux d'échange, en fait, ont beaucoup de répercussions sur les prix des biens et des services. Et ça, c'est une réalité dans notre pays. Vous verrez, quelqu'un vous dit, voilà, les taux d'échange, les dollars ont augmenté, un langage qui n'est pas tout à fait économique, les dollars ont augmenté, tout ça. Et alors, mon prix passe. Donc, j'augmente les prix et parfois, quelqu'un peut, en cas de l'appréciation du franc congolais, quelqu'un peut dire, bon, voilà, les dollars, les francs congolais s'est apprécié, alors il faut diminuer les prix. Donc, tout ça entre même dans les débats, dans les langages des agents économiques. Alors, toutefois, il faut retenir que les différentes répercussions du taux d'échange sur les variables macroéconomiques dépendent selon que les francs congolais se déprécient ou s'apprécient. Et je veux quand même vous dire quelque chose, que vous remarquez déjà ça. Lorsqu'on parle des monnaies cotées sur le marché international, on utilise toujours 3 chiffres pour représenter ces monnaies-là.
nous avons, par exemple, pour nous, les CDF. CDF, les deux premières lettres vous donnent les pays. Congo démocratique, F, c'est les francs. CD, Congo démocratique, F, c'est les francs. Pour les dollars américains, on dit USD. US, c'est United States, États-Unis. Les D, c'est les dollars. Donc, c'est un peu de cette façon-là que les monnaies sont abrégées. Alors, si les francs congolais, donc on dira que les francs congolais se déprécient, si son prix en devises étrangères diminue. Et on dira qu'il s'apprécie lorsque son prix en devises étrangères augmente. Ça, c'est et c'est une variable très importante même dans les études conjoncturelles. Mais toute chose est récente égale par ailleurs, l'appréciation ou la dépréciation du franc congolais par rapport à une devise étrangère entraîne une diminution du prix des biens et services produits en RDC pour les non-résidents. Et l'inverse, c'est lorsque nous parlons de l'appréciation. Mais en termes des prix d'importation et d'exportation, il faut retenir que les importations, les exportations deviennent meilleur marché pour le reste du monde lorsque la monnaie nationale se déprécie. Et les importations, à ce moment-là, vont devenir coûteuses. Donc, lorsque la monnaie nationale se déprécie, cela favorise les exportations pour le reste du monde. Parce que les exportations deviennent donc meilleur marché pour le reste du monde. De notre perspective, lorsque notre monnaie se déprécie, cela va encourager les importateurs étrangers à acheter nos produits. Mais cependant, il faut se poser la question, quels sont les biens qu'on va exporter? Quelle est la gamme des biens qui sont exportables pour notre économie? Alors, les prix relatifs des importations, d'exportation diminuent à ce moment-là, alors que les prix relatifs à l'importation augmentent. Donc, ça, c'est lorsqu'il y a, en termes en fait, des exportations et des importations, c'est une variable importante pour déterminer la direction des importations et la direction des exportations. Alors, mais on a dit tout à l'heure que la monnaie est aussi un bien parce que ça a un prix. Si un bien a un prix, alors ça doit avoir un marché sur lequel les prix sont déterminés et sont les facteurs qui déterminent ces prix-là. Et on peut parler de l'équilibre. Bien sûr, l'équilibre, c'est automatique. On parle du concept d'équilibre lorsque il existe un prix qui égalise la quantité demandée de la monnaie, des devises, et la quantité offerte de devises. Alors, il faut donc retenir que le marché d'échange, c'est en fait un cadre organisationnel plutôt, au sein duquel les individus, les entreprises, les banques et les gouvernements achètent et vendent des devises, pas seulement les devises, mais aussi les autres instruments de la dette. C'est un marché organisé, un cadre où interviennent beaucoup d'agents, entre autres les individus, les entreprises, les banques, les gouvernements. Et l'objectif, c'est acheter et vendre. C'est vraiment un marché pour l'achat et la vente des devises, mais également d'autres instruments de la dette. Mais cependant, il faut remarquer que dans les transactions journalières sur les marchés d'échange, la part qui revient qui implique les devises est vraiment moindre. Parce que la majorité des transactions portent sur des transferts électroniques de soldes entre les banques ou des courtiers en devises. Donc, les opérations journalières liées aux devises, c'est moins important par rapport aux transferts électroniques entre les banques et ainsi de suite. Alors, mais il faut aussi retenir que les marchés d'échange, c'est un marché qui a un grand volume de transactions. Parce que les transactions journalières peuvent aller jusqu'à 3 000 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment un grand marché. Et
il y a des transactions individuelles, c'est-à-dire une seule transaction qui peut varier entre 200 millions et 500 millions de dollars. C'est vraiment un vaste marché où les transactions sont vraiment très importantes. Et il faut aussi savoir qu'en termes de fluctuations, de variabilité des taux d'échange, les prix, donc les taux d'échange, peuvent varier parfois jusqu'à 20 fois par minute. Donc ça varie selon les conditions, ça varie. 20 fois par minute, la valeur peut changer, la valeur de la monnaie d'une devise peut changer. Et il y a des monnaies où les devises les plus actives vont jusqu'à 18 000 fois de changements, donc de variations, au cours d'une même journée. Donc, la devise peut changer des valeurs selon les circonstances économiques et changer jusqu'à 18 000 fois par une journée. Donc, c'est vraiment un grand marché, un marché de très grandes transactions. Mais il faut retenir que ce n'est pas toutes les devises qui sont négociées ou changées sur les marchés d'échange. Mais on peut quand même retenir qu'il y a 4 qui sont beaucoup plus utilisés. Il s'agit d'abord du dollar américain, il s'agit de l'euro, il s'agit du yen et de la livre britannique. Ce sont les 4 monnaies dominantes sur les marchés d'échange. Mais alors là, la question vient à l'esprit de savoir qu'est-ce qui détermine alors le fait qu'une monnaie puisse être acceptée sur les marchés d'échange? Il y a quelques raisons. Généralement, vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, la RDC, notre franc, le franc congolais, ne peut pas être négocié sur les marchés d'échange international, je veux dire. Alors, premièrement, quel est le premier élément qui détermine l'acceptabilité d'une monnaie sur les marchés d'échange international? C'est d'abord l'insécurité politique du pays émetteur. Donc, si le pays qui émet la monnaie est caractérisé par l'insécurité, insécurité politique, insécurité économique, alors cette monnaie-là ne peut pas être utilisée comme une monnaie dominante, en fait, des transactions sur les marchés internationaux. Il y a également l'incertitude économique, qui est un élément qui détermine si un pays, l'économie n'est pas trop fragile, si l'économie n'est pas trop affectée par des fluctuations exogènes, alors cette monnaie peut avoir la chance d'être comptée parmi les monnaies utilisées pour les transactions internationales. Parce que là, sur les marchés d'échange, ce sont les transactions internationales qui sont utilisées. Le troisième élément, c'est lié à la production. Donc, la production du pays émetteur en termes d'activité économique. Si les pays produisent une gamme limitée de produits qui intéressent les autres pays, alors à quoi va servir sa monnaie sur les marchés internationaux, pour les transactions internationales? Et vous pouvez ainsi voir que dans ces régions qui empêchent à une monnaie d'être utilisée pour les transactions internationales, macroéconomiques internationales, vous allez comprendre que la RDC ne peut pas passer ce test, en fait, de ces éléments ici qui empêchent la visibilité internationale de la monnaie. Alors, quelles sont alors les caractéristiques du marché d'échange? Alors, il faut faire la différence. Lorsqu'on parle des marchés d'échange, il y a aussi d'autres marchés, comme les marchés boursiers ou les marchés des biens, donc, par rapport auxquels on peut considérer les marchés d'échange. Donc, contrairement au marché boursier et au marché des commodités, de matières premières, des biens, les marchés d'échange n'est pas une structure organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il n'existe pas un lieu de rencontre centralisé pour les transactions, où tout le monde doit se rencontrer pour faire les transactions. Et il n'y a pas non plus d'exigence formelle pour la participation au marché. Donc, prenez tout simplement le cas de la RDC pour peut-être illustrer ça. Tout celui qui veut devenir cambiste, il va se mettre dans un coin là et puis voilà, il commence ses activités.
Et donc, il n'y a pas d'exigence formelle pour la participation au marché. Et puis, il n'y a aucune limite territoriale qui est déterminée. Mais il faut savoir que sur les marchés d'échange, les activités de spéculation représentent une très grande proportion, qui va jusqu'à 90% des transactions. Donc, si les intervenants sur les marchés d'échange jouent sur la spéculation, c'est-à-dire jouer sur la différence des prix entre deux endroits ou entre deux temps dans la journée, jouer entre sur cette différence-là pour gagner. Parce que rappelez-vous, les intervenants ou les intermédiaires financiers sur ces marchés-là ont pour rémunération, si je peux dire, les spreads qu'on appelait la différence entre les cours vendeurs et les cours acheteurs. Donc, la spéculation joue un rôle très important. Et sur les plans internationaux, bon, là, je donne juste un exemple pour illustrer ce que nous connaissons, mais le véritable marché des changes, c'est vraiment sur les plans internationaux. Et c'est que ça concerne des transactions internationales. Et sur les marchés internationaux, les transactions sont généralement conduites par téléphone ou par terminal d'ordinateur. Donc, vous n'avez pas à aller voir un monsieur pour pouvoir changer, pour pouvoir obtenir les dollars ou l'autre devise. Donc, on peut commander, tout se fait par téléphone ou par ordinateur. Alors, parce qu'on parle des transactions, quels sont alors les types de transactions qui sont menées sur les marchés d'échange? Alors, les transactions peuvent se faire soit sur un marché au comptant, qu'on appelle spot market, ou sur les marchés à terme. Donc, ça, c'est deux possibilités. Les transactions sur les marchés comptants ou sur les marchés à terme. Alors, sur un marché au comptant, les transactions sont effectuées immédiatement à un taux d'échange comptant. Un peu comme quand vous allez chez les cambistes, vous lui donnez votre billet de 20 dollars et vous remet 40 000 francs congolais, par exemple. Ça, c'est un marché au comptant. Les transactions sont effectuées immédiatement et le paiement. Et tout se règle immédiatement. Il n'y a pas autre rendez-vous qui va avoir lieu entre les vendeurs et l'acheteur. Mais sur les marchés à terme, là, c'est différent. Les règlements des transactions se fait après un certain délai. Vous pouvez signer, vous pouvez signer un contrat sur l'achat ou la vente de devises, et ça va se régler après un certain délai. Et ce délai peut être un délai de 30 jours, de 60 jours, de 90 jours, de 180 jours ou de plusieurs années. Ça, c'est un marché à terme. Donc, la différence entre les marchés à terme et les marchés au comptant est claire. Alors, en ce qui concerne les marchés à terme, les parties conviennent à une date déterminée, supposons aujourd'hui. Les parties peuvent convenir aujourd'hui, donc nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2021, ils peuvent convenir de régler une transaction à un taux comptant déterminé à une date future. Ça, c'est un marché à terme. Donc, par exemple, pour dire, voilà, cette transaction sera réglée le 5 avril 2022. Donc, voilà, vous voyez la différence entre les marchés au comptant et les marchés à terme. Donc, et les taux à payer dans les futurs est convenu d'avance. Donc, vous dites aujourd'hui, voilà, par exemple, je vais vous livrer 200 millions de dollars au taux de 1 dollar pour 2500 ou quelque chose comme ça. Donc, vous entendez déjà aujourd'hui. Et on va voir comment est-ce que les investisseurs ou les intervenants sur le marché des changes peuvent se couvrir contre les risques à venir à travers des contrats qu'on va discuter tout à l'heure. Alors, une transaction qui implique les marchés à terme consiste à quoi? À faire quoi? À vendre une monnaie, une devise au comptant et à la racheter à terme. Vous pouvez vendre aujourd'hui et racheter la devise à terme. Alors, parmi les contrats à terme, nous avons, sur les marchés à terme, nous avons ce qu'on appelle les contrats à terme et les options. Les contrats à terme et les options.
Alors, ces deux catégories de contrats sont en fait, ce sont des produits financiers. Et ces produits financiers qui permettent aux investisseurs de se couvrir contre les variations du taux d'échange. Parce que vous savez que le taux d'échange, c'est une variable volatile, plus ou moins volatile, et ça peut entraîner des pertes plus ou moins importantes. Alors, les investisseurs peuvent se couvrir contre tout risque ou toute variation du taux d'échange dans les futurs. Si on va parler des contrats à terme, des contrats à terme sur les devises appelées futures, en anglais, dans future, donc on les appelle futures. Alors, ici, c'est quoi? C'est une promesse, parce que quelqu'un acquiert, en fait, pour la personne qui acquiert ces contrats-là, qui achète les contrats, c'est une promesse qu'un montant donné d'une monnaie lui sera livré à une date spécifique dans les futurs. Donc, vous faites un document, un contrat, où vous obtenez une promesse de la part de la personne auprès de qui vous achetez les contrats, qu'un certain montant d'une certaine devise vous sera livré à une date spécifique dans les futurs. Alors, ces contrats-là, ces contrats future, est conclu sur un marché organisé. Et ces contrats peuvent être négociés et négociables. Donc, vous pouvez le vendre à quelqu'un d'autre, vous pouvez négocier cela avant la date d'expiration ou l'échéance. Vous pouvez livrer, donc négocier cela parce que c'est signé, ça a été produit et conclu sur un marché organisé. C'est la différence. C'est un peu différent avec, pas un peu différent, non, c'est différent, ça se différencie avec les autres contrats qu'on va voir. Alors, si les contrats à terme, vous voyez ici, vous concluez un marché aujourd'hui pour vous faire livrer la monnaie dans les futurs, après une certaine date. Alors, si cela est conclu avec une contrepartie privée, alors dans ce cas, on parle de contrats forward. Donc, c'est ça, le contrat forward, où il y a future et forward, et il y a la différence entre les deux. Alors, rappelez-vous, le contrat à terme appelé future est signé et conclu sur un marché organisé. Et pour cette raison-là, ce contrat peut être négocié sur le marché. Mais le contrat forward, comparativement au contrat à terme, c'est que ce sont les contrats qui sont élaborés sur mesure selon que les futures, parce que les futures sont en fait des caractéristiques standards. Les contrats futurs ont des caractéristiques standards en termes de durée, ça peut durer combien de temps, en termes de montant et d'autres caractéristiques. Mais pour les contrats forward, ici, c'est comme un peu quelque chose qui est taillé sur mesure. Ça, c'est la première différence qu'il faut, parce que là, on a dit il y a une contrepartie privée. Alors, en plus, il faut retenir que les contrats forward ne peuvent pas être revendus comme les futures, parce que les futures sont conclus sur un marché formel, un marché organisé, alors que les forwards, ça peut être c'est taillé sur mesure. Alors, pour cette raison-là, on ne peut pas les revendre. Donc, alors, les futures, quant à eux, peuvent être facilement vendus parce que, comme on l'a dit, ils ont été conclus sur un marché organisé. Donc, nous avons là les contrats à terme, les contrats future et les contrats forward. Donc, à terme, donc, vous signez avec quelqu'un aujourd'hui pour vous faire livrer des devises dans les futurs. Voilà, c'est ce qui arrive quand quelqu'un est importateur ou exportateur. Voilà, ce sont ces genres de contrats-là que ces investisseurs peuvent signer. Alors, mais il y a aussi les contrats d'option. Les contrats d'option, c'est quoi une option? Si on va parler d'une option d'échange. Une option d'échange, c'est un contrat qui offre à l'acheteur le droit de vendre ou d'acheter une certaine quantité de devises à un prix donné. Donc, vous voyez, celui qui signe un contrat, si je signe un contrat d'option avec vous, cela peut me donner soit le droit de vous vendre les devises, soit le droit que vous puissiez acheter les devises chez moi
une certaine quantité déterminée à un prix donné fixé déjà d'avance, appelé prix d'exercice, et à n'importe quel moment avant que la date d'échéance puisse arriver. Ça, c'est les contrats d'option. Alors, dans ces contrats, l'acheteur paye une prime en contrepartie de ces droits qu'il acquiert. Vous avez un droit d'acheter chez moi, ou vous avez les droits que je vienne acheter chez vous à une date bien déterminée, une quantité déterminée de devises. Alors, pour ces droits-là, l'acheteur paye une prime pour obtenir ces droits-là. Alors l'acheteur peut décider ou non d'exercer son droit, parce qu'il a un droit, mais les vendeurs se trouvent dans l'obligation d'acheter ou de vendre les sous-jacents. Quand on parle des sous-jacents, il s'agit en fait de l'actif qui fait l'objet du contrat. Mais dans ce cas ici, les sous-jacents, c'est la monnaie. Donc, quand l'acheteur décide d'exercer son droit, les vendeurs sont dans l'obligation d'acheter ou de vendre selon la nature du contrat d'option. Alors, pour ainsi dire, qu'on distingue deux types d'options. On distingue l'option de vente et l'option d'achat. Alors, l'option de vente est appelée put, c'est l'expression anglaise qui est utilisée, c'est put, et l'option d'achat est appelée call. Donc, quand vous entendez put option ou bien call option, ça veut dire l'option de vente ou l'option d'achat. Alors, une option put, c'est-à-dire donne à son acheteur les droits de vendre la monnaie étrangère ou la devise à un taux fixé d'avance. Par exemple, aujourd'hui, vous signez un contrat, vous achetez une option put, vous obtenez les droits de vendre la devise, donc la monnaie étrangère, au taux d'échange fixé aujourd'hui à n'importe quelle date avant l'échéance. Donc, vous signez, voilà, vous obtenez ces droits, vous payez en fait la prime correspondante. Alors, une option call, quant à elle, donne à son acheteur les droits d'acheter de la monnaie étrangère à un taux fixé aujourd'hui. Donc, vous achetez les droits d'acheter la monnaie à un taux qui est déterminé aujourd'hui. Alors, pour poser la question, mais pourquoi tous ces arrangements un peu compliqués financièrement? Non. Rappelez-vous que les marchés d'échange permettent aux intervenants, aux investisseurs, de se couvrir contre les fluctuations du taux d'échange. Parce que les prix des devises est volatile. Alors, une option put est achetée en prévision de la dépréciation d'une monnaie étrangère. Quand vous pensez, vous voyez que la monnaie va se déprécier, alors vous pouvez acheter aujourd'hui une option put pour vendre. C'est-à-dire, vous achetez les droits de vendre au taux d'aujourd'hui. Quand vous savez que ce taux va diminuer, supposons que vous achetez aujourd'hui les droits de vendre les dollars, dans les dollars américains par exemple, à un investisseur, vous précisez les prix d'aujourd'hui, mais vous savez, vous avez en prévision le fait que cette monnaie-là va se déprécier dans l'avenir. Donc, et aussi longtemps que vous avez signé un contrat, donc vous allez vendre ces devises au prix d'aujourd'hui. Donc, ça va faire que vous allez gagner la différence entre les prix futurs que vous prétendez ou vous projetez être faibles par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc, c'est dans l'optique qu'il y aura une dépréciation. Mais au cas contraire, les call options ou bien l'option call ou l'option d'achat est achetée en prévision de l'appréciation de la monnaie. Donc, vous prévoyez aujourd'hui, vous projetez, bon, vous êtes investisseur, vous avez vos services, vous projetez que une certaine devise va s'apprécier. Donc, il faudra avoir beaucoup d'unités de la monnaie locale, par exemple, pour acheter une unité de la devise étrangère. Et par conséquent, vous achetez une option d'achat
pour que vous puissiez acheter dans les futurs au prix d'aujourd'hui, qui est inférieur. Donc, vous comprenez que c'est vraiment des arrangements, des contrats qui permettent de couvrir les investisseurs contre les variations des prix, des devises, en fait. Alors, quels sont les déterminants, en fait, quels sont les facteurs qui déterminent les taux d'échange ou la valeur d'une monnaie étrangère? Les dépôts bancaires en monnaie étrangère. Il y a trois éléments importants, à savoir la rentabilité, le risque et la liquidité. Ce sont les trois éléments qui déterminent la valeur ou les dépôts, la valeur en monnaie étrangère. Ce sont les trois là. Mais il faut retenir que la rentabilité, à son tour, dépend du taux d'intérêt. Ça dépend aussi de la variation anticipée du taux d'échange. Parce que les anticipations des agents économiques sont très importantes pour jouer un rôle très important dans la détermination de la valeur du taux d'échange. Alors, parlant de la rentabilité, ces trois facteurs importants, il faut d'abord savoir que la rentabilité n'est rien d'autre que les taux de croissance de la valeur de la devise sur une période donnée. Ça peut être une année, ça peut être un jour, ça peut être un mois. Donc, les taux de croissance de la valeur de la monnaie ou de la devise en question déterminent, c'est ça la rentabilité. Et un actif sera d'autant plus attractif si sa rentabilité est élevée. Parce que les investisseurs qui détiennent des portefeuilles voudront avoir dans leur portefeuille des actifs qui sont rentables. Ça ne sert à rien du tout de posséder des actifs qui ne sont pas rentables. Et la décision de détenir un actif ou, dans ce cas, une devise dans son portefeuille, parce qu'une devise, c'est parmi les actifs financiers. Donc, la décision des investisseurs est basée sur la rentabilité anticipée. Quelle sera la rentabilité d'un certain actif financier d'ici 6 mois, dans 6 mois, dans une année? Parce qu'il est très difficile de connaître avec certitude la rentabilité future. On ne sait pas, étant donné que l'incertitude est inhérente aux décisions économiques, on ne connaît pas exactement, on ne peut pas connaître exactement ce que sera la valeur par exemple, du dollar américain dans 2 ans, à compter d'aujourd'hui par rapport au franc congolais. Mais on peut se baser sur une rentabilité anticipée. On se dit, on anticipe que ça pourrait avoir une certaine valeur. Et il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour anticiper ou projeter la valeur future des variables macroéconomiques. Alors, la rentabilité anticipée est définie pour un actif comme étant la différence en pourcentage entre sa valeur anticipée et son prix d'achat courant, le prix d'achat d'aujourd'hui, et la valeur anticipée d'une devise. Alors, quand on parle de la valeur anticipée, ça n'est rien d'autre que l'espérance mathématique de la valeur de l'actif en question. L'espérance mathématique, c'est un concept statistique qui veut dire tout simplement que c'est une moyenne théorique. Sur l'échantillon, si vous vous rappelez encore de votre cours des statistiques, l'espérance mathématique est approximée par la moyenne arithmétique. Donc, la différence entre l'espérance mathématique de la valeur de l'actif, que nous parlons ici en termes de valeur anticipée, et le prix d'aujourd'hui, ça vous donne la rentabilité anticipée. Et les décisions d'investissement sont basées sur cette valeur anticipée. Mais cependant, la décision d'investissement est plus basée sur la rentabilité réelle des actifs. Ici, vous voyez que ça dépend des cas général des actifs financiers en général. Alors, cela est calculé en tenant compte de l'évolution des prix
l'évolution des prix d'un panier de produits représentatifs qui sont utilisés ou achetés régulièrement par les épargnants. Donc ça donne la rentabilité réelle. C'est un peu comme quand vous calculez les taux d'intérêt réels. Vous avez un taux d'intérêt nominal et vous soustrayez de là l'inflation attendue et vous avez les taux d'intérêt réels. Donc, c'est un peu cette façon de faire la même logique. Vous avez la rentabilité réelle qui est obtenue en tenant compte de l'évolution des prix. C'est très important. Alors, maintenant, la rentabilité, quand on parle des réels, on voit les quantités. Hein. Quand on parle du PIB réel, c'est la quantité des biens produits. C'est pourquoi il y a la différence entre les PIB réels et les PIB bruts. Et nous avons le déflateur du PIB qui nous permet de déflater les valeurs nominales pour avoir les valeurs réelles. Alors, donc, il n'y a que la rentabilité réelle qui mesure la quantité des biens ou des services qu'un épargnant pourrait acheter dans le futur et en renonçant, bien sûr, à sa consommation présente. Vous voyez qu'ici, il y a les pommes d'arbitrage qui intervient. L'arbitrage entre la consommation présente et la consommation future, surtout lorsqu'on parle des épargnants. Alors, le deuxième élément qui permet de choisir les devises dans son portefeuille, c'est les risques. Parce qu'on a parlé de la rentabilité, du risque, mais aussi de la liquidité. Alors, les risques, c'est quoi? C'est l'éventualité d'un événement pouvant conduire à la perte de la valeur d'un actif ou faire fortement fluctuer la richesse des agents économiques ou des investisseurs. Les risques, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent causer la perte financière, mais qui peuvent aussi, les fluctuations, il ne faut pas toujours les voir dans le sens négatif. Les fluctuations peuvent aussi être dans le sens positif, qui peuvent faire bénéficier des gains peut-être qui peuvent être temporaires pendant une courte période. Alors, dans ces cas-là, lorsqu'on regarde les facteurs risques, les investisseurs préféreraient détenir des actifs qui ne font pas trop varier leur richesse. Donc, un portefeuille ne peut pas être trop, un portefeuille financier ne peut pas être trop influencé, sujet à des grandes fluctuations. Alors, on préfère avoir un actif, une devise en l'occurrence, qui ne fait pas trop varier la richesse, la valeur du portefeuille. Alors, ainsi, on peut avoir un actif qui offre une rentabilité anticipée très élevée, mais cet actif peut s'avérer moins attractif, tout simplement parce qu'il est très volatile. Sa valeur fluctue un peu trop. Donc, ça peut conduire à ce que les investisseurs ne puissent pas posséder cela dans leur portefeuille. Alors, le troisième élément, c'est la liquidité. La liquidité d'un actif, c'est quoi? C'est sa facilité à être converti en espèces. Donc, sa possibilité d'être revendu, sa facilité d'être revendu, donc ça termine la liquidité. La liquidité, le taux avec quelle facilité l'actif peut être converti en espèces. Donc, c'est la liquidité, les degrés de liquidité. Et les actifs financiers ont des degrés de liquidité différentes. Par exemple, la monnaie, c'est 100% de liquidité. Alors que les contrats à terme ou les dépôts à terme a un degré de liquidité moins important que les espèces. Alors, dans ces cas, face à la liquidité, les épargnants préféreraient détenir des actifs liquides tels que les espèces et tiennent compte de leur liquidité au même titre que pour détenir un actif, on regarde à sa rentabilité et on regarde aussi au risque inhérent plutôt à sa possession. Alors, on a parlé également, j'avais dit, que la rentabilité d'un actif ou la rentabilité d'une devise dépend aussi du taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt joue un rôle important sur les marchés d'échange.
parce qu'il correspond à la rentabilité d'un dépôt qui est libellé en monnaie étrangère. Donc, le taux d'intérêt correspond à la rentabilité d'une monnaie, d'un dépôt plutôt, un dépôt bancaire libellé en monnaie étrangère, en dollars, en yens, en livres sterling ou en euros. Alors, ainsi, on peut parler de taux d'échange. Regardez au taux d'échange qui est les prix d'une devise et parler de la rentabilité des actifs. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le taux d'échange a un rôle très important dans la comparaison entre la rentabilité des dépôts libellés en différentes devises. Vous avez les dépôts libellés en dollars américains et, par exemple, un autre dépôt libellé en euros. Vous posez la question de savoir quel est les dépôts les plus rentables. C'est une question importante pour les investisseurs. Alors, pour faciliter la comparaison, afin de faire le choix, parce que vous savez, en économie, les décisions doivent toujours se faire en tenant compte des coûts d'opportunité. Qu'est-ce que vous perdez lorsque vous décidez d'avancer sur un projet d'investissement quelconque? Quel est le coût d'opportunité? Est-ce que le coût d'opportunité est plus important, est plus élevé ou faible par rapport au gain? Alors, vous pouvez vous décider à ce moment-là en connaissance de cause. Alors, pour faciliter donc la comparaison de la rentabilité entre un dépôt exprimé et libellé en une devise quelconque et un autre dépôt qui est libellé dans une autre devise, alors on utilise le concept de taux d'échange anticipé entre les deux devises dont vous voulez comparer, disons, les dépôts desquels vous voulez comparer la rentabilité. Alors, pour le faire, on va ici considérer un dépôt libellé en dollars et un autre dépôt libellé en euros. Alors, on va poser ici R indice dollar comme étant le taux d'intérêt au comptant sur les dépôts en dollars. C'est un taux à 1 an. Et nous avons E, les taux d'échange au comptant. Ça veut dire, dans ces cas-ci, on va considérer le nombre d'euros pour $1. Et ça, c'est une cotation à l'incertain. Et E, je ne sais pas comment je vais dire exposant E, ce n'est pas un chiffre, c'est les taux d'échange anticipés dans un an. Donc, nous avons ici 3 éléments. Les taux d'intérêt sur les dépôts en dollars. Nous avons les taux d'échange au comptant, cotation incertaine, et nous avons les taux d'échange anticipés dans une année. Alors, qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif? C'est de déterminer la rentabilité anticipée d'un dépôt en dollars mesuré en euros. Alors, pour faire cela, pour calculer cette rentabilité, la formule, on a une toute petite formule qui est égale, donc cette rentabilité, là, c'est 1 plus les taux d'intérêt des dépôts en dollars multiplié par les rapports entre les taux d'échange anticipés et les taux d'échange comptants, moins 1. Ça va vous donner en fait la rentabilité d'un dépôt en dollars, mais mesuré en euros. Alors, cette rentabilité peut alors, dès que vous avez calculé cette rentabilité, vous pouvez alors comparer cela au taux d'intérêt sur les dépôts en euros pour que vous puissiez savoir entre les dépôts en dollars et les dépôts en euros, quel est le dépôt le plus rentable. Voilà. Alors, un petit exemple. On suppose ici que nous avons un taux d'échange de 1,32 $ pour 1 euro. Ça, c'est E aujourd'hui. C'est E. Et puis, on a un taux d'échange anticipé de 1,35. Ça, c'est E exposant. Et ça, c'est les taux d'échange anticipés. Maintenant, nous avons déjà les 2 éléments là. Maintenant, si par ailleurs, nous avons un taux d'intérêt annuel sur les dépôts en dollars de 8% contre 6% pour les dépôts en euros, alors, dans ce cas-là, quel est le dépôt qui est plus rentable? C'est ça la question, le petit problème qui est là. On a un taux d'intérêt comptant et un taux d'intérêt anticipé, et nous avons les taux de rendement le taux d'intérêt plutôt, je voulais dire les taux d'échange courant, les taux d'échange anticipés
Et nous avons également les taux d'intérêt sur les dépôts en dollars et les dépôts en euros. Alors, si nous nous mettons dans la perspective de la zone euro, donc nous sommes du côté de la zone euro. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'abord trouver la cotation à l'incertain de l'euro par rapport au dollar. Comme vous le savez, on va tout simplement inverser. Donc, les 0,777576, c'est en fait l'inverse de 1,32. Et 0,7407, c'est l'inverse de 1,35. Donc, on a calculé les taux à l'incertain et par la suite, on remplace dans la formule. C'est quelque chose de très, très, très simple, très basique. Donc, nous avons cette formule. Ça, c'est R indice dollar. Ça, c'est E exposant. Et donc, les taux d'échange attendus, ça, c'est les taux d'échange courants. Et nous les transformons. Et nous obtenons 0,056. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne, en fait, une rentabilité de 5,6%. Alors, maintenant, il faut comparer. Vous devez comparer cette rentabilité à la rentabilité, au taux de rentabilité des dépôts en euros. Et cela est égal à 6%. C'était 6%. Vous comparez la rentabilité sur les dépôts en euros de 6% à la rentabilité que vous venez d'obtenir pour les comptes en dollars ici, qui est de 5,6%. Et par conséquent, la décision est tout à fait claire. Les dépôts en dollars sont moins rentables. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez privilégier en tant qu'investisseur les dépôts en euros. Alors, cette formule de calcul de rentabilité pour comparer en fait les dépôts, la rentabilité des dépôts en devises différentes, peut être simplifiée, tout simplement en considérant le fait que la rentabilité en euros d'un dépôt en dollars est approximativement égale au taux d'intérêt en dollars plus les taux de dépréciation, c'est il n'y a pas longtemps, de l'euro par rapport au dollar. Donc, cette même formule-là peut être utilisée, peut être simplifiée de cette façon. Vous avez les taux d'intérêt en dollars, c'était R, les taux d'intérêt sur les dépôts en dollars, R dollars, plus les taux de croissance ou la différence entre la valeur, les taux d'échange anticipés et les taux d'échange courants, cet écart-là comparé au taux d'échange courant. Alors, dans cette formule, dont on prend ici la parenthèse, les numérateurs, c'est la variation en pourcentage du taux d'échange. Alors, ici, il y a deux possibilités. On va parler du taux d'appréciation, donc ce qui est au-dessus là, les numérateurs. On dira qu'il s'agit d'un taux d'appréciation si la partie entre parenthèses, des termes entre parenthèses est supérieur à 0. Donc, on va parler des taux d'appréciation. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les agents économiques sur les marchés d'échange prévoient un taux d'échange futur qui est supérieur au taux d'échange comptant. Parce qu'il y a une projection, en fait. Mais on parlera du taux de dépréciation dans les cas contraires. Là, on va tout simplement dire qu'il y a des agents présagent un taux d'échange anticipé qui est inférieur au taux d'échange comptant. Alors, il y a une façon de calculer ces taux-là de dépôt pour comparer en fait les dépôts en devises différentes. Alors, voilà, ça, c'était pas très long pour aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai vu des gens qui levaient les mains. Bon, en fait, je vais peut-être laisser les gens poser des questions. Karma, bon, comme c'est une... Bon, Karma, on va s'arrêter là, mais je vais quand vous écoutez, vous qui êtes en ligne là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là? Amissi, Shekani, Daniel? Oui, professeur, j'avais une question. Oui. En fait, lorsque vous avez parlé du type de transaction sur le marché à terme et les contrats des options, en fait,
Est-ce que ça se passe entre les individus ou il y a une autorité qui régule cette façon de procéder? C'était ça un peu ma préoccupation parce Non, que ça, cela peut avoir des impacts même je ne me suis c'est un plus. peu ça ma préoccupation par rapport au contrat. Non, ça se Et bon, passe j'ai dit généralement. par rapport. Oui, oui, je suis, je Oui. suis. Ça se passe généralement entre des investisseurs. Ça peut être des individus, mais ça peut aussi être des corporations assez organisées. Donc, ça dit que c'est quelque chose qui est ouvert, en fait, à des individus. Vous savez que ceux qui interviennent sur les marchés d'échange, ce sont des investisseurs. Bon, ça dit qu'il y a des contrats qu'il faut signer. Je suis sûr qu'il y a des garde-fous à tout ça. Donc, on peut signer avec une banque, on peut signer avec un fournisseur. Généralement, c'est entre les fournisseurs et l'acheteur, souvent. Ça se passe aussi dans ce sens-là. Donc, ça peut être entre les individus, mais ça peut aussi être entre les entreprises. Mais en tout, en bref, ce sont les agents économiques qui s'adonnent à ce genre de contrat-là. La Banque centrale ne peut pas intervenir pour peut-être garantir de sorte que les taux qui peuvent se fixer, que ce soit futur ou immédiat, ne puissent pas influencer sur la masse monétaire. Bon, ici vous savez, c'est le taux d'échange qui est mis en jeu ici. C'est-à-dire, on veut acheter, par exemple, on se dit, voilà, on signe un contrat d'achat aujourd'hui et On n'entend pas. les investisseurs peuvent anticiper soit la hausse ou la baisse de la valeur de la monnaie et ils vont dans ce sens-là pour soit signer un contrat d'achat ou de vente. C'est en fonction de leurs prévisions. On peut se décider aujourd'hui, on se dit, voilà, comme le taux est à 1 dollar pour 2000, peut-être moi je vais vous acheter ou vous vendre à 2050. Ça ne peut pas vraiment avoir un impact majeur s'il y en a sur la masse monétaire parce que là, il n'y a aucune création de monnaie là-bas. D'accord, professeur. Merci beaucoup. OK. Et s'il y a quelqu'un d'autre, j'ai entendu une dame qui disait qu'elle n'écoutait pas. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est l'étudiant Moewabo en L2 FBA. En Okay. fait, moi, je voulais donner une suggestion. Oui. Vous ne pourriez pas aussi vous entendre avec les CP, bien qu'on a déjà des cours en ligne et ça évolue bien, avoir quelquefois aussi des cours en présentiel. Oui. Ça peut nous aider pour l'exercice que vous êtes en train de donner, encore expliquer tout à fait. Normalement. Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était prévu que ça soit en présentiel. C'était prévu que ça soit en présentiel, mais j'ai eu en fait l'impossibilité de me déplacer. Sinon, ça serait vraiment en présentiel. Bon, là, il nous reste 2 séances. Je crois qu'on peut toujours... Mais de toutes les façons, il faut qu'on ait une séance au moins, ou 1 ou 2 séances en présentiel parce que il y a parmi vous les gens qui ne me connaissent même pas et les gens dont je ne connais même pas la tête. Donc, vous voyez ce que ça fait. Si on a l'opportunité de se voir, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une préoccupation. Professeur, j'ai une préoccupation. Oui, Berthe. C'est que par moment, moi personnellement, je n'arrivais pas à vous entendre. Il y avait un problème de connexion. Bon, ne t'en fais pas. Et même tout à l'heure, quand vous étiez en train de répondre à la question de Daniel, je n'entendais pas. Oui, j'avais entendu tout à l'heure. En fait, ne t'en fais pas, je vais vous envoyer cette vidéo. Bon, si vous avez, je vais envoyer au CP. Le CP va partager, OK? Ou alors, je mets sur je vais carrément, je peux mettre sur ma page YouTube. Hein? C'est plus facile, je crois, pour tout le monde. La vidéo sera là. Il n'y a pas de problème. Vous allez trouver sur sans problème. Merci, professeur. OK, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon début de semaine et à la prochaine. Merci. Merci pareillement. Merci pareillement, professeur. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. OK.